aussi remercier les professeurs Raoult et Lagier de m'avoir invité à parler de ce sujet d'actualité, de l'implication du microbiote dans la rectocolite hémorragique et de son potentiel thérapeutique. Alors simplement pour commencer, vous savez qu'on parle de maladie inflammatoire chronique intestinale ou MICI, qui regroupe deux entités, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, sur laquelle on va se focaliser ce soir. Et bien que la physiopathologie ne soit pas complètement élucidée, a priori, de nombreuses études montrent que différents facteurs en proportion variable interviennent dans cette inflammation qui va survenir, et donc des facteurs génétiques, environnementaux et de modification du microbiote intestinal. Plus précisément, l'hypothèse actuellement admise sur l'origine de ces lésions inflammatoires, c'est que ça serait lié à une suractivation du système immunitaire envers les antigènes microbiens de la flore intestinale chez les patients génétiquement prédisposés, avec potentiellement des facteurs environnementaux aggravants ou déclenchants. Et que cette suractivation du système immunitaire va créer des dommages collatéraux qui vont créer des lésions intestinales, et notamment dans la rectocolite hémorragique, il y a une atteinte qui sera systématiquement du rectum et qui va plus ou moins s'étendre sur le côlon. Et donc les symptômes seront représentés principalement par une diarrhée gléro-sanglante, un syndrome rectal invalidant avec un impact majeur sur la qualité de vie des malades et qui peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la colite aiguë grave qui peut nécessiter une colectomie de sauvetage. Alors de nombreux travaux ont montré que comme dans le VIH, il y avait une dysbiose dans les MICI et qui était notamment représentée par une réduction de la biodiversité des bactéries avec un déséquilibre également de ce microbiote intestinal. Les caractéristiques de cette dysbiose sont principalement représentées par une réduction des bactéries du phylum Firmicutes, avec également une diminution de certains groupes bactériens, du groupe Clostridium, tel que le Clostridium lepton, dont le chef de file est le Faecalibacterium protein, dont on a largement parlé tout à l'heure, de son implication dans les pathologies digestives, et également d'une augmentation de la proportion d'entérobactéries, telles que des Escherichia coli entéro-invasifs ou entéro-adhérents. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans l'homéostasie intestinale, les bactéries commensales dites protectrices vont sécréter des molécules anti-inflammatoires, notamment l'interleukine 10, qui va permettre de favoriser un climat protolérogène permettant la tolérance du système immunitaire envers le microbiote intestinal. Et dans les MICI, il va y avoir une rupture de cette tolérance qui va être à l'origine des lésions inflammatoires. Alors, un peu également comme dans le Clostridium difficile, on a du mal à connaître l'origine de cette dysbiose, et notamment en termes de est-ce que c'est une conséquence ou une cause des lésions inflammatoires. Et ce qui avait été montré dans cette étude un peu ancienne de Sokol sur à peu près 80 patients, qu'il y avait une réduction, un ratio modifié Firmicutes bactéroïdetes chez les patients porteurs de MICI en poussée, mais que cette dysbiose était également présente chez les patients en rémission. Lorsqu'il n'y avait plus aucune lésion inflammatoire, il persistait une dysbiose. Actuellement, la prise en charge thérapeutique de ces maladies inflammatoires est vraiment, elle cible l'hyperactivation du système immunitaire en utilisant des thérapies immunosuppressives et immunomodulatrices. Se préoccuper de la flore intestinale. Alors bien que ces traitements, notamment les biothérapies, les anti-TNF, ont révolutionné la prise en charge des MICI, il reste des traitements qui vont avoir malheureusement une efficacité partielle, avec souvent une perte de réponse au cours du temps. Un patient en moyenne va perdre 30% d'efficacité du traitement tous les ans, avec des effets indésirables non négligeables, infectieux, néoplasiques, également d'intolérance, et bien sûr un coût qui est très important, avec un enjeu majeur aussi en termes de santé publique. Alors comme l'a présenté Sophie, l'efficacité assez spectaculaire de la transplantation fécale dans la colite à Clostridium a encouragé les recherches sur transposer ce traitement à d'autres pathologies qui font intervenir une dysbiose, notamment comme la rectocolite hémorragique. Et l'idée de transplanter un nouveau microbiote, dans l'idée, ça va rétablir un écosystème microbien qui va être favorable et permettre de ne pas déclencher de réponse anormale chez les patients. Et depuis le premier cas décrit de transplantation fécale dans la rectocolite hémorragique en 89 par Bennett,
Il y a eu de nombreux case reports, 14 études de cohorte, et là plus récemment, ces 3 dernières années, 4 essais de haut niveau de preuve, randomisés, contrôlés, contre double aveugle, évaluant l'efficacité de cette transplantation fécale dans la rectocolite hémorragique. Et donc je vais vous présenter brièvement les résultats de ces essais. Alors malheureusement, le premier essai publié dans Gastroentérologie, qui est une revue à fort impact factor, a été négatif. C'était sur une cohorte de patients, un effectif qui était assez petit, et avec 23 patients qui ont été transplantés et 25 qui ont reçu le placebo. Ce qui était important de noter, c'est que les auteurs utilisaient la voie nasoduodénale pour l'administration de la transplantation fécale, avec un seul donneur qui permettait de donner le produit fécal qui allait être transplanté. Le placebo était représenté par une transplantation autologue, et le traitement a été administré donc à la semaine 1 et à la semaine 3, avec une évaluation à la semaine 12, et malheureusement, il n'y a pas eu de différence significative, ni sur la rémission, qui était un critère composite qui était jugé sur la réduction du score endoscopique et du score clinique, ni de toute façon sur la réponse clinique, avec une étude qui a même été arrêtée avant la fin pour futilité. Alors heureusement, très peu de temps après, dans la même revue, a été publiée de nouveau une deuxième étude randomisée contrôlée sur un effectif un peu plus important de 75 patients, qui cette fois utilisait une voie d'administration basse, par lavement, avec une administration un peu plus fréquente, puisqu'on avait un lavement par semaine pendant 6 semaines, avec une évaluation à la 7e semaine. Et en fait là, les auteurs ont retrouvé une différence significative sur la rémission, donc avec une réduction à la fois du score endoscopique et du score clinique, avec à peu près 25% de rémission dans le groupe traité versus 5% dans le groupe placebo. Alors, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est que les auteurs ont comparé le microbiote des patients transplantés à la 6e semaine avec le microbiote des patients qui avaient eu le placebo, et il était retrouvé une augmentation significative de la diversité du microbiome chez les patients traités versus placebo entre l'entrée dans l'étude et la 6e semaine. Donc la greffe fécale permettait d'augmenter la diversité du microbiote. Une autre chose très intéressante dans cette étude, c'est qu'ils ont identifié un super donneur. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu 9 patients qui étaient en rémission dans le groupe traité, et parmi ces 9 patients, il y avait 7 patients dont la greffe fécale provenait du même donneur, le donneur B, et les auteurs ont étudié le microbiome de ce donneur, qui ont trouvé une richesse significativement très importante en lacnospiracée, avec notamment, sur le premier graphe là à gauche, il montrait qu'il y avait une tendance à ce que les répondeurs à la 6e semaine aient un microbiote qui était plutôt très semblable à celui du donneur B que ceux qui n'avaient pas répondu. Ensuite, un troisième essai là, qui est un peu plus récent, qui a été publié l'année dernière dans le Lancet. C'était une équipe australienne qui a fait un essai randomisé en double aveugle multicentrique, avec donc 81 patients traités, 41 transplantés et 40 placebos. Et l'idée là des auteurs, c'était de faire une greffe fécale intensive multidonneur. Donc ça, c'était un peu nouveau dans les essais cliniques. Donc multidonneur parce que le produit fécal transplanté provenait en moyenne de 3 à 7 donneurs, et intensive parce que les patients déjà recevaient une première instillation par coloscopie, avec le produit fécal qui était instillé au niveau de l'union terminale du sécom, et ensuite les patients recevaient, c'était des auto-administrations à domicile, 5 lavements par semaine pendant 8 semaines, qui font qu'ils ont reçu 40 doses de lavement pour la greffe fécale, et en fait l'évaluation était réalisée à la semaine 8. Bon, là, ce qui était un peu particulier dans cette étude, ils utilisaient un placebo, et on peut se poser la question de l'effet nocebo de ce placebo, qui était de l'eau avec un colorant et des odeurs particulières, pour que les patients à domicile, on garde le double aveugle en fait. Et donc l'évaluation à la semaine 8 a retrouvé une différence significative à la fois sur un critère encore plus strict que celui des études précédentes, puisqu'il fallait une rémission sans corticoïdes, c'est-à-dire que les patients devaient avoir arrêté les corticoïdes, et en plus il y avait une réduction du score endoscopique et du score clinique. Et donc on avait 27% de patients en rémission contre 7% pour le groupe placebo, et sur la réponse clinique on avait plus de 50% qui avaient répondu cliniquement
contre 20% pour le groupe placebo. Alors simplement, là, c'est des images qu'ont présentées les auteurs dans leur étude. Les deux premières A et B, c'est le cas d'une patiente qui a reçu une transplantation fécale avec l'évaluation donc endoscopique, un critère sévère avant l'endoscopie, et une muqueuse complètement cicatrisée à la semaine 8 sans corticoïdes, ce qui est pas un exploit, mais qui est un traitement qui a toutes ses chances dans les thérapeutiques actuelles. Et les deuxièmes images qu'il y a en dessous représentent pareil des images endoscopiques d'une patiente qui, elle, avait reçu le placebo en fait les 8 premières semaines. Et dans cette étude, il était prévu une phase d'extension en ouvert pour les patients qui avaient reçu le placebo qui n'avaient pas répondu, qui puissent bénéficier du traitement par transplantation fécale. Et en fait, cette patiente n'avait pas répondu initialement et elle a finalement reçu la transplantation fécale, donc elle a eu 80 lavements quand même au total. Et au bout de 8 semaines après la transplantation fécale, elle avait une muqueuse complètement cicatrisée. Alors, les auteurs se sont également intéressés au microbiote après transplantation. Et ils se sont rendus compte qu'on observait une augmentation significative, qualitative et quantitative, on va dire, du microbiote dès la 4e semaine après la transplantation, et qui restait après stable dans le temps. Et les auteurs se sont alors posé un peu la question, peut-être que le traitement de 4 semaines pourrait être suffisant. Enfin, ils ont également cherché des facteurs prédictifs de bonne réponse à cette transplantation fécale. Et notamment, ils se sont rendus compte que les patients qui répondaient sur la courbe rouge déjà avaient à la base, avant transplantation, une diversité microbienne plus importante que les patients qui n'allaient pas répondre. Et ensuite, cette diversité a été, augmentée de façon significative après la transplantation, et ça de façon durable. Ce qu'on voit également sur ce graphe, c'est que, ce que voulaient un peu montrer les auteurs, l'intérêt de la greffe multidonneur, c'est que ça permet forcément d'augmenter la diversité du produit fécal transplanté comparé à une greffe monodonneur. Et enfin, là, ce qui n'est pas représenté, mais ce qu'ils avaient mis en évidence en facteur prédictif de mauvaise réponse à la transplantation fécale, c'était la présence initiale de Fusobacterium et de Suterella, qui étaient vraiment associés à une moins bonne réponse à ce traitement. Enfin, le dernier essai, le 4e essai publié l'année dernière, a repris cette idée de greffe fécale multidonneur intensive, mais plutôt sur un schéma court, une semaine, c'est-à-dire première instillation par colposcopie, puis lavement, 2 lavements dans la même semaine, et ensuite le patient évalué à la semaine 8. Et finalement, les résultats obtenus sont à peu près similaires à ceux de l'étude précédente, avec une rémission sans corticoïdes de l'ordre de 30%, enfin de 25%, versus à peu près 10% pour le groupe placebo, et également plus de 50% de réponse dans le groupe traité, versus 20% dans le groupe placebo. Donc une méta-analyse récente a compris l'ensemble des patients et des données de ces 4 essais, ce qui nous fait un total de 277 patients, 140 traités, 137 placebos, avec en moyenne une rémission de 28% pour le groupe traité versus 9% pour le placebo, de façon significative, avec également une réponse clinique de l'ordre de 50% versus 28% pour le groupe placebo. Et ce qui est très important de noter, et ce que je n'ai pas rappelé à chaque essai que je vous ai présenté par le passé, c'est qu'il n'y avait été noté aucune différence significative en termes d'effets indésirables dans les deux groupes. Après, il y avait un nombre élevé d'effets indésirables rapportés, des fois jusqu'au nombre de 80%, à type de ballonnement, gaz, céphalée, douleurs abdominales, mais ces effets indésirables rapportés n'étaient pas différents dans les deux groupes. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant sur le fait de la tolérance de ce traitement. Donc, la transplantation fécale apparaît comme un traitement très encourageant dans la rectocolite hémorragique. Bien sûr qu'il reste à définir le bénéfice à long terme, puisqu'on sait qu'il y a une rémanence de la flore intestinale et que pour le moment, on a peu de données sur l'effet à long terme de ces transplantations fécales. Ensuite, il reste à préciser la voie d'administration, bien qu'il semblerait que la voie d'administration basse soit plus intéressante, en tout cas là pour la rectocolite hémorragique, puisque dans les 4 essais que je vous ai présentés, le premier, qui est le seul qui était négatif, utilisait une voie nasoduodénale, et les 3 derrière qui ont été positifs utilisaient plutôt une voie d'administration basse. Ensuite, du rythme d'administration, probablement un schéma un peu intensif, mais peut-être court, pourrait être suffisant, mais ça reste bien entendu à déterminer. Ensuite, on peut se poser également la question de l'intérêt de la greffe multidonneur,
Alors d'un côté, ça permet d'augmenter la diversité du produit qui va être transplanté, mais de l'autre, ça diminue les chances de trouver spécifiquement quelles bactéries vont permettre la réponse au traitement. Et enfin, donc ça c'est pareil, je n'avais pas précisé dans les différents essais, les 2 premiers étaient faits à base de produits frais, on va dire, et les 2 derniers, par souci un peu de praticité, hein, puisque les patients s'auto-administraient à domicile, c'était des produits qui étaient congelés, et finalement, on s'est plutôt rendu compte qu'il y avait probablement un intérêt à utiliser des produits congelés, puisque les bactéroïdétes étant plus fragiles que les firmicutes, le fait de congeler le produit permettait d'augmenter le ratio firmicutes-bactéroïdétes. Donc en conclusion, la transplantation fécale dans la rectocolite hémorragique apparaît un nouveau moyen thérapeutique très encourageant et efficace qui peut être associé aux thérapeutiques actuelles sans effet secondaire notable, bien que les modalités exactes de son utilisation restent encore à préciser, et notamment pour favoriser son acceptabilité. Je vous remercie de votre attention. On est en train de développer un test avec l'équipe de Grimaud sur l'évaluation directe en multitop qui nous permet de faire le diagnostic de RCH et le diagnostic de RCH guéri. C'est un truc qui, à mon sens, il faut vraiment que vous vous lanciez dans un PHC, tout ça, peut-être avec les équipes. Et je pense que ça peut être un marqueur de ceux qui vont être d'abord des bons donneurs et des mauvais donneurs, peut-être un peu comme ça, d'une part, et d'autre part, les bons receveurs et les bons donneurs, parce qu'on aura des pros. À mon sens, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas les pros. Donc c'est un vrai défi à mettre en place. Et il faut faire un PHC avec la date. Vous les sélectionnez comment, les patients, en fait? Parce que c'est des patients qui ont une grande colite, vous pouvez focaliser. Alors, c'était des patients qui avaient une RCH modérée à sévère, et en général, c'était... on exclut les rectites, hein, comme dans la majorité des essais, malheureusement, j'ai envie de dire, mais donc c'était au moins plus qu'une rectite, RCH gauche ou pancréatite. Et après l'échec des corticoïdes et des anti-TNF. Alors oui, sachant que pas toutes étaient en échec des anti-TNF, les 2 premières non, la 4e oui et la 3e non. En gros, les patients pouvaient continuer le traitement qu'ils avaient déjà commencé de façon stable depuis au moins 1 mois, et c'était pas forcément tous des échecs d'anti-TNF. Et dans la 3e étude, oui, et donc ça c'était hyper intéressant parce que en plus c'est un traitement qu'on peut surajouter aux thérapeutiques actuelles, alors qu'actuellement les nouveaux traitements basés sur l'immunodépression ou l'immunomodulation, on est en général obligé d'arrêter les précédents avant de commencer le nouveau. Donc c'est vrai que c'est vraiment sur 2 mécanismes différents de la physiopathologie, mais c'est différent. Et ça a été essayé dans la colite aiguë grave? Alors colite aiguë grave, pas à mon sens au risque de... Si tu veux, l'enjeu est important aussi sur l'évolution et de traiter, mais pourquoi pas après, hein, mais il n'y avait pas d'études, en tout cas là, dans ces études-là, ils n'utilisent pas des patients en colite aiguë grave. Est-ce qu'il y a des patients qui étaient sous Immurel ou sous corticoïdes, sous traitement Péros? Parce que ça a pu modifier l'activité. Oui, il y avait des patients sous Immurel. Vous imaginez que le changement du microbiote pourrait modifier l'activité de ces médicaments? Je pense que c'est au contraire, c'est vraiment une indication. Dans les colites aiguës graves qui sont pré-colectomie, c'est un peu ce qu'on avait fait chez toi, Philippe, hein, avec la colite chez la vieille dame que Mathieu était vulgarisé, qui était pré-opératoire. Parce que là, c'est du sauvetage, donc on a un agrément avec l'ANSM pour faire les greffes de sauvetage. Ça vraiment, ça coûte rien. De faire ça allemand avec ça plutôt que leur virer les colons, c'est quand même le risque est relativement modéré. Je pense que ça, c'est des vraies indications hors tout protocole de greffe avant de faire les colons. Dans les essais, c'est pas des patients qui ont utilisé parce que c'était un peu trop... C'est des protocoles, c'est pas compassionnel. Parce que là, non, c'est des trucs compassionnels. Est-ce qu'on est dans une approche, si dans le cas de traiter le microbiote des individus qui ont un RCH ou un Crohn,
est-ce qu'il y aurait des populations, des répondeurs ou des patients particuliers qui seraient plus susceptibles de recevoir? On aurait vu une dysbiose particulière plutôt que faire une greffe pluri-donneur globale. Après, sur les études du microbiote, les patients déjà qui, c'est que des études observationnelles sur après quand même des petits groupes, parce que finalement, il n'y a que 277 patients finalement qui ont reçu ces traitements-là en essai randomisé. Mais ce qui a été montré dans le troisième essai du Lancet, c'est que s'il y avait une présence initiale de certaines bactéries comme le Fusobacterium ou le Staphylococcus, il y avait moins de chances que la greffe soit efficace. Après, il n'y a pas eu, en tout cas dans ces essais, plus d'informations quant au microbiote qui va permettre de répondre à ces... Dans le papier du Lancet, je crois que justement les patients qui ont répondu, ils ont suivi la greffe au long cours, et c'est ceux qui avaient répondu, c'est là où la greffe avait le mieux pris, puisqu'ils ont pris une étude de cours du temps. Oui, tout à fait. Mais après, sur les bactéries qui étaient présentes initialement, sur dire les patients qui vont répondre ou pas répondre, c'était plutôt sur les patients qui n'allaient pas répondre, c'était ceux qui avaient cet enrichissement dans ces deux types de bactéries-là. Je rebondis là-dessus, c'est donc par rapport à ceux qui ont répondu, c'est quoi la durée la plus longue qui a été décrite de rémission après une greffe? Après, il y a des patients qui ont été revus même 1 an après la greffe et qui étaient encore en rémission. Et pour vous, c'est une Parce durée qu'après, très longue. ce qu'il faut voir, c'est que ces patients ils continuaient aussi leur traitement de fond. Donc, probablement que la greffe a permis de donner un petit coup de pouce sur traiter la poussée. Et après, les patients, de toute façon, continuaient leur traitement. Mais oui, il y avait des patients à 1 an qui étaient encore en rémission, alors que par le passé, ils étaient en échec des thérapeutiques proposées. Merci beaucoup.